Cela n'est pas une liste exhaustive et j'aurais bien voulu annoncer la fin de la boucle. Mais nous savons que ce gouvernement a fait le choix de renforcer les idées du Rassemblement national en chassant sur son terrain avec comme objectif de mieux installer son duel présidentiel avec le Rassemblement national. Moi ou le chaos. Par ailleurs, ce gouvernement reste le marbre devant la révolte des mouvements sociaux des citoyens de France en poursuivant la précarisation générale et la remise en cause des acquis sociaux par des politiques répressives et d'austérité. Cette politique, comme dans d'autres périodes noires de notre histoire, engendre, exerce des discours de haine, accroît la pauvreté, le repli sur soi dans la population. De plus en plus de citoyens et de citoyennes sont victimes de l'injustice sociale. Un certain nombre mettent leur vie dans la balance pour attirer l'attention sur cette précarité grandissante. Pour preuve, une enseignante qui se suicide, un étudiant qui s'immole. La seule réponse de ce gouvernement est la violence policière face aux mouvements sociaux, gilets jaunes, pompiers, étudiants. Ainsi, on constate qu'à l'approche des élections et dans un objectif de mieux diviser pour mieux poursuivre sa politique d'austérité, le gouvernement veut renforcer l'image du bouc émissaire. Les lois et les débats ne suffisent plus. Il faut aussi créer une ambiance de peur face au danger de l'autre que représente l'autre. L'immigré, le sans-papier, les citoyens descendants des immigrés. Ainsi, le 8 octobre, à l'occasion d'une cérémonie en préfecture, Emmanuel Macron appelait à bâtir une société de vigilance pour venir à bout de livres islamistes en France, soulignant que les institutions seules ne suffiront pas. Dès le 24 septembre, le ministre de l'Éducation nationale avait tenu à dénoncer de manière véhémente une affiche de la FCPE montrant parmi d'autres mamans une femme portant un foulard. Ces déclarations qui développent la peur de l'autre s'inscrivent dans un contexte politique et médiatique de multiplication des actes et des propos racistes, à commencer par les actes islamophobes, comme la diffusion sur une chaîne nationale du discours politique véhiculant la thèse complotiste et du grand remplacement. Nous, les membres du collectif de mobilisation du 10e, nous nous engageons à poursuivre et à renforcer, avec l'ensemble des citoyennes et citoyens du 10e, nos actions pour porter haut et fort les valeurs de la laïcité, de l'égalité de droit, de la justice sociale et contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Car nous savons que la lutte collective est la seule solution. J'en veux pour preuve la mobilisation croissante des milliers de citoyennes et de citoyens et de collectifs auprès des exilés depuis 2000, mais aussi des luttes des travailleurs sans papier, comme la grève récente en Île-de-France, qui, avec l'appui des syndicats, a abouti à la régularisation de 150 d'entre eux, dont 37 travailleurs du 10e arrondissement. Pour ce point, je passe la parole à Pascal, de l'Union locale CGT, pour qu'elle nous en parle. Racistes, etc. Eh bien, d'avoir une victoire, ça ne nous fait pas de mal. Voilà, et c'est pour dire aussi que quand on lutte, et quand on lutte collectivement, eh ben, on peut réussir. Voilà, donc, écoute, tu as quasiment tout dit, parce qu'il y avait 12 piquets, tous sont régularisés où on voit de l'être. Bon, il y en a qui étaient un petit peu loin des critères, mais on a une solution pour eux. Ils ont au moins une convocation à une date un petit peu ultérieure en préfecture, ce qui veut dire que s'ils sont arrêtés par la police, eh ben, ils n'auront pas de problème puisqu'ils ont la convocation. Voilà, donc c'est pour inciter aussi les travailleurs à s'unir. Immigrés français, on doit avoir les mêmes droits. Et puis, nous, depuis... la CGT, depuis 2008, elle est très investie sur la régularisation des travailleurs sans papier. Alors, et toujours avec le même slogan, on bosse ici, on vit ici et on reste ici. Voilà, alors après, c'est... Alors, on n'a pas suffisamment de temps pour parler de cette régularisation, mais la régularisation des travailleurs, quand même, c'est une régularisation précaire, parce qu'il y a une soumission totale à l'employeur. C'est quand même à son bon vouloir. Mais dans ce contexte particulièrement difficile, on arrive quand même à régulariser les travailleurs sans papier quand on arrive
à s'organiser, à anticiper, etc. Donc voilà, c'était pour mettre un petit peu d'oxygène dans ce contexte extrêmement difficile, et puis il y en a eu d'autres, hein, et il y en aura d'autres. Alors au quotidien, on régularise les travailleurs sans papier, mais quand c'est collectif, comme ça, c'est beaucoup plus efficace, bien sûr. Et on peut faire évoluer aussi les critères, parce qu'il faut voir un petit peu les critères. On leur demande de rester plus longtemps, ne serait-ce que pour les intérimaires, il faut qu'ils justifient de 5 ans de présence en France. Donc ça veut dire que, voilà, pendant 5 ans, c'est quand même assez hypocrite. Mais bon, voilà, on y arrive et on assouplit les critères grâce à la lutte collective. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Merci Pascal. Vous voyez, vous pourriez penser qu'on est peut-être, qu'on s'est un petit peu éloigné de notre sujet, mais pas du tout. Il s'agissait de faire une espèce de panorama actuel, qui est donc pas très positif, si ce n'est ce dont Pascal vient de nous parler, de la régularisation en cours ou effective d'un certain nombre de sans-papiers. On reste quand même dans notre sphère, et je vous propose maintenant donc de revenir plus précisément sur notre débat de ce soir, donc qui concerne les campements de migrants à Paris. Le 10e est depuis de nombreuses années, et grâce ou à cause de ces deux gares, un lieu d'arrivée de nombreux migrants, et la population s'est très vite organisée pour intervenir auprès de ces populations. Donc, je parle d'un temps que les moins de 15 ans de militantisme ne peuvent pas connaître, et où le collectif des exilés faisait déjà des maraudes, etc. Donc, dans les années 2005, début des années 2000, ça a duré une dizaine d'années. Aujourd'hui, inutile de vous dire que quand on faisait ça il y a 15 ans, 20 ans, on trouvait que... on pensait que si on nous avait dit dans 20 ans vous y serez encore, on aurait rigolé, on aurait dit non, quand même pas. Bon. Ça ne s'est pas arrangé, c'est même pire. Les campements à cette époque-là, d'ailleurs, étaient sous le métro aérien de La Chapelle, de Stalingrad et tout ça. Et aujourd'hui, donc, on a pensé que pour parler un petit peu des migrants et de notre objectif de solidarité et d'accueil digne, il fallait quand même qu'on sache un petit peu mieux ce qui se passe sur ces campements, qui constituent un enjeu d'accueil et un enjeu de solidarité. Alors, pour diverses populations, enfin, toutes ces populations de migrants qui arrivent, donc, concernant donc le non-accueil de mineurs, le non-accueil des mineurs, puisque, c'est vrai qu'il n'y a plus le tri place du Colonel Fabien devant Picard-sur-Gelée, le tri au faciès, qui était quand même qui était un grand moment, mais on n'a pas tellement avancé. La minorité continue d'être contestée tout le temps par tous les organismes qui sont censés la vérifier. Les tests osseux existent encore, alors que là-dessus on s'est battu, on a gagné, on a perdu, on a gagné. Bon, mais tout le monde sait que ce n'est pas juste, mais ça continue. Donc le fichage qui est mis en place maintenant des mineurs également, bon, franchement, c'est pas très optimiste. Pour ce qui est de eux et des majeurs, le manque de places criant en hébergement d'urgence, CADA, UDA, ça déborde de partout et on ne les accueille pas. Et là-dessus, l'OFII a cru bon d'ajouter donc les menaces sur l'AME et l'aide médicale d'État, donc et la CMU. Bon, donc c'est comme ça pour faire bon poids. Il y a également un enjeu sanitaire qui est, le 6 novembre, à peu près 1600 personnes ont été évacuées de la porte de la Chapelle, le 28 novembre à Saint-Denis. Pour aller où c'est un petit peu ce dont on va parler. Et donc, ce qui nous semblait intéressant, c'était de s'informer plus précisément donc, sur ce non-accueil des migrants à Paris et ailleurs. Parce que je crois que tu peux dire un mot de ailleurs en France ou
Il me semble que j'ai lu ça dans nos échanges avec Marie, mais peut-être que je me suis trompée. Enfin, De du quoi? moins à Paris, ça allait très bien. Paris et ailleurs. Non. Paris et ailleurs, non. Ou parce c'était que Yann, c'est peut-être. Yann qui Oui, pouvait donc alors, parler voilà. d'ailleurs. Donc, donc pas d'ailleurs, pas d'ailleurs, pardon. Non, on a changé. Non. Excusez-nous, on a changé d'intervenant en cours de route. D'où ma méprise. Je suis désolée. Bon, et donc de l'état de santé de ces personnes dans les campements et des personnes en errance. Alors, donc, nous recevons, comme je vous l'ai dit, Julie et Paul, donc respectivement d'Utopia 56 et de MDM, de Médecins du Monde, pardon. Donc, je leur laisse le soin de se présenter peut-être un peu plus complètement et puis de nous faire donc un tableau de la situation et les perspectives d'analyse et de travail. Voilà. Julie, tu commences ? Allons-y. Bonjour.